Et voilà, je pense que sans cette main tendue, je sais pas si la lettre aurait été envoyée. Peut-être que si, tôt ou tard, parce que fatalement, il fallait que je m'en sorte tôt ou tard, tu vois. Vous vous apprêtez à écouter un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Et donc voilà, je prends les informations, mais pour autant, je m'arrête là dans ma démarche parce que je suis assaillie par le doute. Je me dis, mais ça n'a pas marché une fois. Moi, les hôpitaux, je les fuyais depuis. Pourquoi ça marcherait à nouveau? Tu vois, c'est dur d'y croire encore quand t'es tout seul, quoi. T'as envie, hein, t'as envie d'essayer. Mais voilà, j'ai quelques semaines de doute. De façon assez concomitante, j'ai une personne très proche dans ma famille, qui est ma cousine, à qui je dois énormément, qui est la seule personne dans mon entourage proche qui ait su trouver les mots justes pour me faire passer à l'action. Et elle est d'une délicatesse infinie, d'une pudeur infinie aussi. Et ça, j'y suis très sensible. C'est-à-dire que contrairement aux discours ambiants qui sont émis par tes proches, qui sont dans la culpabilisation, qui sont dans la colère, qui sont dans le chantage, qui sont dans l'injonction, souvent dans la violence. Moi, tout ça, j'y étais plus réceptive depuis des années. J'avais plus envie d'entendre ça. Le disque était rayé. Donc, j'écoutais plus personne. Et cette personne trouve les mots justes. Elle m'écrit un long mail, donc c'est pas frontal, c'est très délicat. Et ça me touche infiniment en fait, parce que je suis vraiment au moment où j'ai besoin de cet encouragement pour pouvoir, tu vois, pour y aller en fait. Et elle me dit, Anaïs, je paraphrase, hein, mais elle me dit en substance, si tu veux sauter, on saute toutes les deux. Et bah, ça me bouleverse. Et le lendemain, je rappelle Sainte-Anne, j'envoie mon dossier que j'avais préparé, hein, j'avais tout sous le coude. Hein. Et voilà, je pense que sans cette main tendue, je sais pas si la lettre aurait été envoyée. Peut-être que si, tôt ou tard, parce que fatalement, il fallait que je m'en sorte tôt ou tard, tu vois. Parce qu'elle m'a donné la confiance en moi qui me manquait pour le faire. Et à ce moment-là, j'avais plus confiance en moi, en ma capacité à prendre la bonne décision, tu vois. Je pense que autant dans ma carrière professionnelle, dans ma scolarité, j'ai toujours su où je voulais aller. Et je suis très constante, mais je me suis égarée 1000 fois dans mes choix affectifs. J'ai perdu confiance en moi 1000 fois. Et du coup, tu vois, à plus forte raison, pour se soigner, j'avais plus confiance en moi, tu vois. Surtout que tu vis des années avec la défiance que les autres portent sur toi. Donc, tu es considérée comme inapte parce que menteuse, parce que indigne de confiance. Donc voilà, si les autres et même mes propres parents me perçoivent comme telle et me jugent comme telle, pourquoi est-ce que moi je me ferais confiance? Tu vois? Tout est biaisé. Tu te sabordes d'entrée de jeu. Et donc cette personne m'a donné la confiance en moi qu'il me manquait pour pouvoir aller plus loin. Alors la prise en charge à Sainte-Anne, elle est... écoute, je vais pas te dire que c'est le paradis, mais quand je suis arrivée, écoute, c'était un lundi matin 2 septembre, tout le monde faisait sa rentrée au boulot. Ben, moi, je faisais ma rentrée à Sainte-Anne, une fois n'est pas coutume, les rentrées, les mois de septembre à l'hôpital. Bon, ça faisait écho à ce que j'avais vécu 15 ans avant. Mais le jour où j'arrive, à la minute même où, tu sais, l'infirmière du service, qui est une infirmière spécialisée, me dit bonjour Anaïs.
Déjà, elle m'appelle par mon prénom. Je me dis, mais on m'attend, on me reconnaît, on me connaît, on m'a identifiée. La prise en charge est très individualisée. Et je rentre dans son bureau, elle m'explique le protocole. Tu passes, il y a 3 jours d'audit, de ce qu'on appelle un audit complet à Sainte-Anne. Et au terme de cet audit, où tu rencontres des psychiatres, des psychologues, des neuropsychologues, des diététiciens, des médecins nutritionnistes, où on te fait faire toute une batterie de tests psychiques, neuropsychologiques, on te fait un électrocardiogramme, on te fait une calorimétrie pour estimer tes besoins énergétiques au quotidien. C'est vraiment une approche holistique. Le chef de service rend son diagnostic et te propose une approche sur mesure. Donc l'approche sur mesure, en fonction de ton état, de la gravité de tes symptômes, de ton IMC, et puis de comment toi tu te situes dans ton soin aussi. Hein. Il faut trouver le meilleur accompagnement qui soit compatible avec ton rythme professionnel ou pas. C'est-à-dire que moi j'ai croisé énormément de jeunes filles à Sainte-Anne ou de jeunes femmes qui sont en invalidité professionnelle parce qu'à cause de leur maladie, elles ne peuvent plus travailler. Ou alors qui sont sans ressources, qui sont au chômage, leur famille leur a tourné le dos. Donc tu sais, voilà, il y a plein de critères d'appréciation qui font que, on te propose une hospitalisation en ambulatoire, donc c'est-à-dire tu peux venir 1 à 2 jours par semaine à l'hôpital, ou alors on te propose une hospitalisation longue durée dans notre service, mais qui inclut, un traitement via les thérapies cognitives et comportementales, en fait, c'est adapté selon le patient, selon tes besoins. Tu peux avoir des groupes de parole, des séances de gestion des émotions, de l'art-thérapie, de ce qu'on appelle la mindfulness, de la méditation en pleine conscience. Bien évidemment, tu peux même faire du sport. Enfin, tu vois, il n'y a pas d'interdit. Tu manges ce que tu peux. Déjà, il n'y a pas de sonde gastrique, t'es pas forcé dès les premiers jours. Moi, tu vois, le premier plateau repas qu'on me donne, je sais pas, de mémoire, je mange le plat principal et puis mon yaourt, je laisse mon pain. On vient pas m'emmerder et me forcer à finir mon pain, tu vois. Mais le deuxième jour, on note ce que j'ai laissé de côté, mais le deuxième jour, on note ce que je vais réussir à manger en plus, et ainsi de suite. On voit les choses comme une progression. Et c'est ça qui est... Mais c'est lumineux, en fait. Donc, voilà. Moi, ce qu'on m'a proposé, au terme de ces 3 jours d'audit, c'est un suivi en ville, parce que moi j'avais une activité professionnelle que je voulais pas lâcher, j'aime mon boulot, je tiens à mon job, en plus je voyageais beaucoup, c'est faire trop de sacrifices. Donc un accompagnement, moi j'ai été suivie toutes les semaines par le psychiatre de l'hôpital de jour de Sainte-Anne. Ajouter à cela une thérapie de groupe hebdomadaire à Sainte-Anne, c'est l'équivalent des alcooliques anonymes, mais pour les troubles alimentaires. Donc ça dure 6 mois, t'as le droit de louper aucune séance, hein, c'est le succès du programme, il repose sur l'engagement des participants, donc toute une série d'exercices de ce qu'on appelle la remédiation cognitive pour te déparamétrer et reparamétrer ton cerveau dans le bon sens à faire chaque semaine, un suivi avec ton médecin nutritionniste aussi, tous les 15 jours, donc voilà, c'est une grosse prise en charge en fait, en parallèle de mon job, qu'il faut gérer. Et en plus de ça, des compléments alimentaires qu'on me donne. Donc ça, c'est pas la partie la plus drôle, mais à un moment donné, pour refaire décoller ton poids, t'as atteint un déficit calorique tel que même si tu t'alimentes avec tes 3 repas par jour, vu le rythme que j'ai, c'est impossible de regrossir. Donc les compléments alimentaires qu'on me donne, c'est ce que je décris dans le livre, des espèces de danettes XXL à 400 calories, avec des variantes au caramel, au chocolat ou à la vanille, que tu manges le soir en complément de tes repas pour, restocker de l'énergie, restocker des calories. Alors, c'est pas forcément drôle au début, mais bon, après, En fait, si tu veux, pendant 1 an, je crois que je me suis mise dans cette discipline militaire,
où chaque jour comptait. Et il fallait pas que je m'écarte du protocole. Donc j'allais chez la psychiatre, j'allais chez la nutri, je devais me peser toutes les semaines, je devais tenir un carnet alimentaire quotidien pour noter les repas, les sensations, les émotions associées au repas, comment est-ce que je les vivais, pour pouvoir identifier peut-être les moments de la journée ou les moments de la semaine qui peuvent déclencher la restriction, qui peuvent déclencher, tu vois, la rigidité mentale et le trouble alimentaire, de sorte que, tu vois, on a un document de travail avec les médecins de Sainte-Anne pour se dire, pour identifier ces moments, et à partir du moment où je suis capable d'identifier les causes, les facteurs déclenchants, bah, je peux agir dessus. Ah, mais là, c'est parce qu'on m'a mal parlé. Ah, bah donc c'est pour ça que j'ai pas envie de manger la crème au caramel. Ah, mais là, c'est parce qu'on m'a fait une remarque désagréable sur mon travail. Ah, mais c'est parce que là, j'ai pas plu à ce garçon. Ah, mais c'est parce que là, on m'a pas répondu. Donc du coup, je vais me flageller, du coup, je vais me punir, du coup, je vais m'interdire de manger, tu vois, parce que c'est comme ça qu'en tout cas, chez moi, ça allait se manifester. Donc, ou c'est parce que là j'ai une réunion dans 1 heure qui est hyper stressante et en fait j'y pense depuis la veille. Donc du coup je repasse en boucle, tu vois, la pizza margarita qu'on est allé manger au dîner, qu'on allait manger au resto hier soir, tu vois. Donc ok, là je peux désormais je suis capable, ça c'est tout l'apport des thérapies cognitives et comportementales qui sont très à la mode en ce moment. C'est pas la seule solution pour traiter les troubles psychiques et les désordres alimentaires. Il faut savoir que pour moi ça a marché et je pratique toujours aujourd'hui, enfin autant que je peux. Et d'ailleurs ça s'applique pas qu'aux troubles alimentaires, hein. Ça peut s'appliquer voilà, à toute forme d'angoisse, à la douleur, aux douleurs chroniques aussi, voilà. Et l'approche de Sainte-Anne, c'est, et je me souviendrai toujours de ces mots de ma psychiatre, qui est le docteur Barbier, qui est une personne extraordinaire que je décris dans le livre et à qui je dois beaucoup, à qui je dois énormément, parce que là encore, c'est une personne qui m'a donné confiance dans le fait d'envisager une guérison possible, en fait. Tout de suite. Et ce qui fait que, tu vois, à partir du moment où je sors de ces 3 jours d'audit à Sainte-Anne, je sais que ça va être long, que ça va prendre des mois. Mais je sais que ça va marcher, en fait. Je sais que c'est possible que ça marche, pour la première fois, et j'ai 30 ans. Et c'est là où je me dis, à partir du moment où on m'a diagnostiqué apte au changement, les tests montrent, les experts disent que c'est possible, moi ça a été libérateur tout de suite. Et du coup, je me suis impliquée dans cette thérapie, mais je pense à 200%, peut-être de façon un peu obsessionnelle, hein, mais bon, puisque c'était la dernière carte à jouer, autant y aller à fond. Je dis pas que ça a été facile, ça a été énormément d'efforts, fallait y croire, fallait pas lâcher, pas louper tes séances, pas louper tes rendez-vous, se forcer à bouffer même quand t'as pas faim. Mais c'est de la discipline qui te permet d'intégrer finalement de nouveaux rituels, une nouvelle naturalité qui devient aujourd'hui ton quotidien et tu renoues avec des habitudes normales en fait, tu vois. Faut réapprendre la normalité. Entre septembre et décembre, c'est difficile parce que je suis encore très fluette, j'ai un tout petit poids, j'ai vraiment accumulé un gros déficit calorique, donc c'est très long en fait de reprendre 1 kilo. C'est hyper dur, tu vois. J'en parle à très peu de gens. Et en fait, je suis un peu partagée entre mes objectifs professionnels, ma thérapie, mes objectifs professionnels, et je sens que je vais plus m'en sortir. Et donc, je dis à mon boss à l'époque, je lui dis pas ce que j'ai, mais je lui dis, écoute, je traverse un moment difficile, j'ai un souci de santé, je vais avoir besoin de souplesse, laisse-moi gérer mon agenda comme je l'entends, ça ne change rien à mon engagement, mon investissement, mais me demande pas ce que je fous quand je pars à 17h. Voilà. Ou si faut que je sois en télétravail 1 jour par semaine. À l'époque où le télétravail, on est avant le Covid et pas du tout démocratisé. Et à ce moment-là, c'est libérateur et je recommence à prendre du poids. Et on passe les fêtes de Noël 2019 en famille
Et pour la première fois depuis des années, c'est harmonieux, c'est beau, il n'y a pas de cris, tu vois, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas d'acharnement. Et quand je reviens en janvier, j'ai fait un saut déjà, j'ai repris un poids significatif. Quelques mois plus tard, mes règles reviennent. Et 1 an plus tard, je tombe enceinte. Bon, pour d'autres raisons, j'ai pas gardé cet enfant, mais j'ai un corps qui est fertile. Et tu vois, il a fallu 2 ans pour reprendre possession de ce corps. Il y a un moment où ma thérapie, elle est quand même lourde. Hein. Je fournis des efforts, mais il faut beaucoup d'efforts pour aller bien, en fait. Il faut faire beaucoup d'efforts pour aller bien. En tout cas, dans mon cas. Et il y a un moment donné, je suis seule et c'est beaucoup, et c'est trop. Et j'ai des souvenirs, au moment où je suis plein dans cette thérapie, où je suis toutes les semaines à Sainte-Anne, il faut que je raconte mon histoire à tous les professionnels que je rencontre, et je vais puiser très loin dans les souvenirs. Et donc là, je dois brasser le passé, et j'ai quand même des épisodes traumatiques de mon internement à Saint-Vincent-de-Paul qui ressurgissent, et j'ai beaucoup de violence en moi. J'ai beaucoup de violence, et pourquoi est-ce qu'elle se déclenche, cette violence ? Parce que quand je vois à quel point je suis bien traitée, bien accompagnée à Sainte-Anne, et à quel point je suis respectée, valorisée, encouragée, par contraste, j'ai une espèce de révulsion, de haine qui se réveille à l'encontre de mes bourreaux, des bourreaux de mon adolescence, en fait. Et j'en veux, j'ai de la colère, en fait. Je suis pas dans l'apaisement du tout pendant ces mois-là, les 6 premiers mois de ma thérapie. J'ai une haine qui se réveille, et je pense que je la décharge peut-être contre ma famille, contre mes parents au premier titre, parce qu'à cette époque, je suis pas majeure et ils prennent la décision pour moi. Donc, je suis très en colère. Et il y a évidemment des clashs, il y a des disputes, il y a des conflits familiaux. Et un jour, je suis dans le train, je fais un aller-retour Paris-Lyon. Donc je rentre un dimanche soir de Lyon, je quitte mes parents dans le cri et les larmes, et je me dis, bon, t'as un problème, t'as trop de violence en toi. T'as trop de violence en toi. Et là, t'es en train de la retourner contre ceux qui te sont le plus chers. C'est un peu bête, c'est dommage. Surtout à cette époque-là de ma vie où j'ai quand même besoin d'avoir un socle solide autour de moi, de gens qui... Il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a très très peu. Il y a mon petit frère avec qui j'arrive à échanger, et mes parents, et puis toujours ma cousine, qui sont globalement les 4 personnes sur lesquelles je peux vraiment m'épauler. Et puis ma meilleure amie. Deux de mes meilleures amies, qui sont très à l'écoute. Et donc, je suis dans le train et j'ouvre mon ordi et j'écris la première page. Et de façon quasi mécanique, s'enchaînent les séances d'écriture. Donc au début, je le fais vraiment pour mettre à distance les choses, dire ma vérité. Parce que j'en veux à beaucoup de gens, en fait. J'en veux à beaucoup de gens de leur silence, de leur hypocrisie, de ces erreurs, de cet aveuglement. Je m'en veux aussi à moi d'avoir été dans le déni, dans cette forme de déni-là pendant 15 ans, alors que j'ai attendu d'avoir 30 piges pour me prendre en charge. Je suis passée à ça d'aller très très mal, en fait, si tu veux. Alors, il y a beaucoup de choses qui sortent, j'ai beaucoup de colère, beaucoup de frustration, et il faut que je l'exprime. Donc, je commence à écrire 1 page, 2 pages, 3 pages, et puis j'ai besoin de coucher sur le papier, cette première partie de mon anorexie, mes 14 ans, l'hospitalisation. Et puis, au fil des mois, arrive le confinement, j'écris en confinement, en fait, tous les jours. Et là, je commence à réfléchir à une colonne vertébrale pour le texte, à une structure. Je me dis, on va pas s'arrêter là, on va raconter toute l'histoire. Et écoute, c'est un travail de 2 ans.
avec beaucoup d'allers-retours, avec différentes maisons d'édition, des temps de pause aussi, parce que ça brasse d'aller puiser là-dedans, et puis parce que parfois ton écriture ou ta pensée est circulaire, qu'il faut laisser sédimenter pendant quelques mois pour vivre d'autres expériences et revenir avec un autre discours, un discours parfois aussi... tu vois, que j'ai voulu quand même dans la dernière partie du livre plus solaire, résolument plus optimiste, à mesure que ma thérapie avance et qu'il se passe des choses dans ma vie, dans mon corps, et que je vais mieux tout simplement. Oui, ça veut dire que moi j'ai plus de troubles, je veux dire, je contrôle plus mon alimentation. Bon, tu vois, je suis mince, hein, je vais jamais peser 80 kilos a priori, hein, tu vois, parce que j'ai une hygiène de vie, parce que bah voilà, si un soir je vais manger une pizza, le lendemain j'aime bien manger un peu plus équilibré. Enfin, tu vois, c'est du bon sens. Après, je veux dire, je pense que tu peux prendre soin de ton alimentation sans tomber dans un travers. Et aujourd'hui, j'ai une bonne hygiène de vie. Voilà. Si j'ai envie de me faire plaisir et de m'acheter un cookie, je vais m'acheter un cookie, tu vois. Je vais pas y penser pendant 10 jours. Donc ouais, je veux dire, je suis guérie. Après, j'ai une forme de vulnérabilité qui est mon hypersensibilité, qui est peut-être parfois le fait d'être peut-être un peu victime du regard de l'autre. Voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut que je travaille encore, mais c'est l'affaire d'une vie, en fait, tu vois. Mais j'ai un IMC qui est totalement normal. Ma psychiatre, elle me parle plus d'anorexie. Et ça, ben tu sais quoi, c'est quand ça... tu te dis, bon, ok, on a franchi une étape, quoi. Je pense qu'en tant qu'adulte, dans ma vie de femme, dans ma construction, il y a des choses que j'ai pas complètement réglées. J'ai envie de pouvoir être épanouie dans ma vie affective et aujourd'hui, j'ai encore des choses à régler sur ce plan-là pour pouvoir l'être totalement, pour, qui sait, fonder une famille un jour. Enfin, voilà, j'ai encore des petites choses à régler. J'ai encore un peu de temps devant moi et j'ai envie de consolider les fondations, quoi. Les nouvelles fondations. Disons que je me suis réveillée. J'étais anesthésiée, je pense, tu vois, pendant 15 ans. Là, me suis réveillée, je crois. Je me suis réveillée d'un mauvais rêve, je me suis réveillée de cette espèce de cauchemar. Et en fait, du coup, plein de petits trucs du quotidien que je trouve super cool. Alors que j'avais une espèce de chape, tu vois, j'étais presque comme aveuglée, où j'avais des œillères, quoi, tu vois, pendant des années. Et donc, des petites choses susceptibles de me rendre heureuse, j'étais bien incapable de les voir ou de les accueillir. Et puis j'ai des relations qui sont super cool avec mes frères, avec mes parents, en tout cas bien plus apaisées. Et je suis capable de m'ouvrir au monde autour de moi. Ouais. Et ça, en termes voilà, je pense que j'ai nourri, j'ai renforcé mon estime de moi, ma confiance en moi. Je suis capable d'agir, de prendre des décisions pour moi, de m'exposer aussi. Et typiquement, ce travail de publication, de promotion aussi autour du bouquin, j'en aurais jamais été capable il y a encore 2 ans. Tu m'aurais demandé d'évoquer Saint-Vincent-de-Paul, j'aurais pleuré, ça aurait été impossible, tu vois, d'en parler sans pleurer. Ces derniers temps, j'ai rencontré, et je continue de rencontrer, dans le cadre du Facette Festival, pas mal d'associatifs qui sont engagés en faveur de la santé mentale. Moi, j'ai envie, en tout cas, sans prétendre être étendard de quoi que ce soit, si je peux témoigner, si je peux continuer de témoigner par le biais de médias, d'associations, de rencontres, de tables rondes, je veux le faire. Je veux le faire, pas pour vendre des livres, hein, au-delà de ma petite personne, je connais trop de jeunes femmes qui en souffrent dans le silence pendant des années. On a tous une copine, une sœur, une cousine qui a des troubles, qui souffrent de troubles alimentaires. Parfois, ils ne sont pas visibles. Et moi, et c'est présenté comme une fatalité, hein. Même encore, il y a quelques jours, je regardais un reportage à la télévision suisse d'un médecin, je crois qui est endocrino, qui te dit, qui affirme mais de toute façon, les troubles alimentaires, on se les traîne toute sa vie.
J'avais envie de l'étrangler, en fait. Tu peux avoir une fragilité, bien sûr, et on en a tous, toutes nos vies, mais on peut essayer de les mettre à distance, on peut travailler dessus, on peut les repousser. Les troubles peuvent être... tu sais, c'est comme un cancer, à un moment donné, tu es en rémission. Ça veut pas dire que toute ta vie, tu vas pas faire des check-up pour t'assurer que tu n'as plus de métastases, en fait, quand tu vois, et que c'est pas revenu, c'est pareil. Donc cette espèce de déterminisme de la maladie mentale, ça, je veux le combattre, en fait. Donc comment je me vois peut-être continuer à, pas évangéliser, mais tu vois, tenir ce discours hyper spontané, sans posture. Et puis, ma carrière, elle est ce qu'elle est, et je continuerai à la faire évoluer, mais indépendamment de mes engagements. Et écrire, j'y reviendrai certainement. J'ai envie de vivre des choses, et je vais y revenir tôt ou tard, ça c'est sûr. Peut-être pas pour parler d'anorexie, il y aura d'autres chapitres, mais j'y reviendrai, ouais. Vous venez d'écouter une interview réalisée et montée par Nicolas Sartel. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et à partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. À très vite pour un nouvel épisode.